Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence la nouvelle section de la matière qui va porter sur l'énergie et le travail. Ce qu'on avait vu jusqu'à présent dans les sections précédentes, en cinématique, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait décrire les mouvements des objets. On disait en dynamique, on cherchait à expliquer les mouvements des objets, donc on a utilisé le concept de force. On va voir maintenant une nouvelle façon de voir les problèmes. Donc encore une fois, on se crée un nouveau modèle qui nous permet de répondre plus facilement à certaines questions. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser le concept d'énergie? Parce qu'on avait déjà les forces qui nous permettaient de relativement bien résoudre la majorité des problèmes. L'énergie va avoir certains avantages. Un des premiers, c'est qu'on n'a pas besoin de s'intéresser à tout ce qui se passe entre un point A et un point B. Si on faisait les problèmes normalement en dynamique, ce qu'on avait besoin de faire, c'est si je voulais savoir qu'est-ce qui se passait à la fin d'un mouvement, j'avais besoin de savoir tous les mouvements intermédiaires. Donc par exemple, si l'objet accélère, j'avais besoin de calculer l'accélération pour connaître sa vitesse finale, ou encore pire, si je n'avais pas une force qui est constante, je n'aurais pas eu un mouvement rectiligne uniformément accéléré et on n'a pas d'équation pour décrire quelque chose qui n'est pas un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc là, on se retrouverait, il y a des techniques pour faire ça, mais c'est des problèmes excessivement complexes. Donc l'avantage de l'énergie, un de ses avantages, c'est que ça nous permet de trouver des particularités à n'importe quel moment. On va voir ça à mesure qu'on va résoudre davantage de problèmes. Dès que je connais ma position initiale, ma position finale, je suis capable d'avoir énormément d'informations sans avoir besoin de me soucier de ce qui s'est passé entre les deux. Le deuxième avantage, c'est le fait que les calculs qu'on va faire avec les concepts d'énergie et de travail ne sont plus des calculs vectoriels. Lorsqu'on faisait nos calculs en dynamique, vous vous rappellerez sûrement, il fallait toujours décomposer en X, en Y, ça nous faisait beaucoup d'équations, ça nous faisait des longs calculs, alors qu'avec l'énergie, tous les calculs ou presque vont être scalaires. Donc on n'a pas besoin de se soucier de la direction du mouvement, on peut simplement faire des calculs sur des chiffres comme on est habitué de le faire plutôt que de toujours avoir à manipuler les vecteurs. Le dernier avantage qu'on a, c'est le fait que l'énergie est toujours quelque chose qui est conservé. Mais si mon énergie est conservée, ça veut dire que je peux faire des calculs, un petit peu des calculs comptables. Donc on va toujours regarder qu'est-ce qu'on avait au début, qu'est-ce qu'on avait à la fin, s'il y a des changements, si on a intégré de l'énergie à notre système, si on a sorti de l'énergie de notre système, mais ça va être ça la base de notre résolution qui est assez intuitive une fois qu'on a fait la paix, si on veut, avec le concept d'énergie et le concept de travail. Donc une des premières questions qu'on se pose souvent lorsqu'on commence à traiter des problèmes d'énergie et de travail, sans grande surprise, c'est « OK, l'énergie c'est quoi? » La réponse à ça, c'est que l'énergie c'est une valeur un petit peu abstraite, mais qu'on définit dans un seul et unique but, c'est que ce soit une valeur qui est conservée. Vous avez probablement déjà entendu parler de plein de types d'énergie, énergie nucléaire, énergie électrique, énergie mécanique, énergie thermique, tout dépendant des circonstances. Évidemment, nous, dans le cours, on va se concentrer sur une partie de cette énergie-là. On va parler d'énergie physique. Et à l'intérieur du groupe des énergies physiques, on pourrait avoir le nucléaire, l'électrique, ainsi de suite. On va regarder plus spécifiquement l'énergie qu'on dit mécanique. Il va y avoir deux types différents d'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et même dans mon énergie potentielle, je pourrais en avoir différents types. Nous, on va se concentrer vraiment sur un type qui est l'énergie potentielle gravitationnelle. Tous ces types d'énergie-là, que ce soit l'énergie mécanique, l'énergie électrique, l'énergie chimique, ont une chose en commun, et c'est le fait que la quantité totale d'énergie va être une valeur qui va être conservée. On peut avoir des transferts d'énergie d'un endroit à un autre. Je peux transférer de l'énergie chimique sous forme d'énergie thermique, je peux transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique, mais la quantité totale va toujours être conservée. Et toutes nos équations, vous allez voir, on va sortir quelques équations. Toutes les équations sont faites pour que cette valeur-là soit une valeur conservée. Dans notre cours, on va voir deux types différents d'énergie. D'une part, de l'énergie qu'on va dire cinétique, qui est l'énergie associée au mouvement d'un objet. De l'autre côté, on va avoir l'énergie potentielle, qui veut dire que c'est une quantité d'énergie qu'on pourrait libérer dans les bonnes conditions. Par exemple, si je prends un objet,
Je vais prendre, peut-être pas ma tasse à café. Si je prends un objet et que je le monte en hauteur, je viens de donner de l'énergie à cet objet-là. Par contre, les caractéristiques de l'objet n'ont pas changé. Mon objet ne va pas plus vite, mon objet n'est pas plus chaud. Tout ce qui arrive, c'est qu'il est rendu à une position à laquelle, si les bonnes conditions sont réunies, il peut retransférer cette énergie-là. Donc, lorsque j'ai monté mon objet, je lui ai donné la possibilité, lorsqu'il redescend, de prendre la vitesse. Et c'est pour ça qu'on va dire que cette forme d'énergie-là, c'est de l'énergie potentielle que je lui ai donnée. Et très spécifiquement, ici, ce que j'ai donné, c'est de l'énergie potentielle gravitationnelle. C'est la force gravitationnelle qui va faire accélérer mon objet si jamais je le lâche. On pourrait avoir d'autres types d'énergie potentielle. Par exemple, lorsque je compresse un ressort, il y a de l'énergie qui est stockée là-dedans. Les montres fonctionnaient longtemps avec ce phénomène-là. Les petites voitures que vous pouvez faire reculer et qui partent d'elles-mêmes, c'est le même principe. On a stocké de l'énergie dans un ressort qu'on peut par la suite relâcher. Cependant, nous, on va vraiment se concentrer uniquement. Le seul pour lequel on va utiliser des équations et on va faire des calculs, ça va être l'énergie potentielle gravitationnelle. L'énergie qu'on note avec la variable E, c'est une quantité qui va être mesurée avec une nouvelle unité qu'on va appeler les joules. Donc, le joule va être, pour le reste de la section, l'unité qui va revenir le plus souvent. C'est avec ça qu'on va mesurer à la fois l'énergie et à la fois le travail. Mais juste pour être certain de ne pas se mélanger, parce que souvent les concepts deviennent un petit peu flous dans cette section-là, vu que presque tout utilise la même unité. Vous pouvez voir l'énergie comme une analogie que j'aime utiliser, c'est que l'énergie, c'est comme de l'argent. Au sens où, quand on demande quelle quantité d'énergie a un objet ou a un système, c'est comme de demander quelle quantité d'argent quelqu'un a. Cette quantité-là va pouvoir changer dans le temps, donc ce n'est pas une valeur qui est fixe. Il faut spécifier à quel moment est-ce qu'on s'intéresse à ça. Est-ce que je m'intéresse à l'énergie au départ de la situation? Est-ce que je m'intéresse à l'énergie à la fin de la situation? Vous aviez peut-être plus d'argent ce matin que vous en avez ce soir, vous en avez peut-être moins. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir avoir à la fois on va pouvoir s'intéresser à la fois à la quantité d'énergie qu'un objet a ou que quelqu'un a, mais on va aussi pouvoir s'intéresser au transfert d'énergie d'un objet à l'autre. Et le transfert d'énergie, un petit peu comme un transfert d'argent, va se mesurer aussi en dollars. Par contre, vous ne pourriez pas dire quelle quantité d'argent a le transfert. Ça n'aurait pas de sens. Même si l'unité est la même, on va avoir quelque chose de différent, une variable différente pour parler de transfert, et ça, c'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on va parler de travail. Donc, l'énergie, c'est la quantité à un moment donné d'une certaine valeur physique qu'un objet peut avoir. La dernière chose, c'est un petit peu comme de l'argent, la valeur totale d'énergie va être conservée. Ça ne veut pas dire que nécessairement chacun des objets va toujours avoir la même valeur. Donc, par exemple, je peux avoir une certaine quantité d'énergie au début du problème et avoir une quantité différente à la fin. Ce que ça veut dire quand on dit que c'est conservé, c'est que si j'en ai moins au début qu'à la fin, cette quantité d'énergie-là doit avoir été à quelque part. Je l'ai transférée, elle n'est pas simplement disparue. Un petit peu comme si vous aviez de l'argent ce matin, si vous en avez moins ce soir, à moins que vous fassiez des trucs vraiment étranges avec, c'est que vous avez dépensé cet argent-là. Si vous en avez plus, c'est que vous en avez fait. Il y a eu un transfert qui a été fait de quelque part ou qui a été fait vers quelque part. Donc ici, on va avoir les deux formules qu'on va utiliser pour l'énergie. D'une part, l'énergie cinétique va être notée par la variable K, toujours mesurée en joules. C'est simplement un type différent d'énergie. On utilise la variable K et la formule, c'est 1/2 mv carré. Donc l'énergie cinétique d'un objet donné, d'une masse donnée, va dépendre directement de sa vitesse. Et ce ne sera pas une relation linéaire. Vous remarquerez ici, on a un exposant 2. Donc, si je double ma vitesse, ça veut dire que je multiplierai par 4 la quantité d'énergie cinétique. Aussi, à noter, la variable V, ce n'est pas un vecteur, c'est le scalaire. Donc, c'est la norme de la vitesse de l'objet.
et qu'un objet aille vers l'avant ou vers l'arrière, sa quantité d'énergie va être exactement la même. D'autre part, on a le calcul pour l'énergie potentielle gravitationnelle. C'est vraiment spécifique à l'énergie potentielle gravitationnelle. Ça va être donné par la formule mgy ou mgh. Ici, il y a une petite erreur, là, ça devrait noter mgh. Où m est la masse de l'objet, g est l'accélération gravitationnelle et h est la hauteur par rapport à un point de référence choisi. Vous pouvez mettre le point de référence que vous voulez. Vous allez voir, si vous changez le point de référence, évidemment, ça va changer la valeur de l'énergie potentielle. Mais comme c'est une valeur qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas directement mesurer, dire mon objet est ici, donc il y a tant d'énergie potentielle, c'est difficile, ça dépend par rapport à où j'ai mesuré, ça dépend jusqu'où je considère que cet objet-là peut tomber. Je peux dire que mon zéro d'énergie potentielle, c'est lorsqu'il est sur ma table, mais il pourrait tomber plus bas, il pourrait tomber jusqu'au sol. De la même façon, je pourrais dire le sol à l'extérieur de ma maison, c'est le 0, mais si je creuse un trou, ben, je suis en mesure de tomber encore plus bas que le 0 que je m'étais fixé. Donc, la valeur exacte d'énergie potentielle, ce n'est pas une valeur qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, ça va toujours être les variations d'énergie potentielle, non pas la valeur exacte du chiffre. On va maintenant parler du travail. Le travail, c'est la mesure du transfert d'énergie causé par une force sur un objet. Donc, si mon objet a subi une force pendant qu'il se déplaçait, le travail va être donné par ce qu'on appelle le produit scalaire de F avec le déplacement, de la force avec le déplacement. Ici, ça va être le lien entre la dynamique qu'on a vue entre nos forces et nos vecteurs et notre chapitre sur l'énergie. Le lien qui va se faire entre les deux, ça va être le travail. Le travail est noté par la variable W et est lui aussi mesuré en joules. Donc ici, c'est un nouvel opérateur qu'on va utiliser pour déterminer le travail qu'on appelle le produit scalaire, pour lequel on va faire une vidéo à part pour vraiment explorer comment est-ce qu'on calcule ça. Mais l'important de retenir à ce point-ci, c'est le fait que le travail, c'est une valeur qui est un scalaire, donc c'est uniquement un chiffre en joules, donc 16, 18, 20 joules, alors que ma force et mon déplacement, ce sont des vecteurs. Donc la direction de la force et la direction du déplacement va influencer mon calcul. Ce n'est pas uniquement le produit. Si ma force est 16 newtons vers le nord et que mon déplacement c'est 14 mètres vers l'est, je ne peux pas simplement dire que c'est la norme de ma force 16 fois 14. Ce ne sera pas ça mon résultat. Il va y avoir une façon spécifique de calculer ce produit-là. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes sur la prochaine vidéo. On va parler spécifiquement de comment est-ce qu'on fait pour calculer le produit scalaire. Qu'est-ce que ça a de particulier? Donc, une petite introduction mathématique à ce nouveau concept-là pour qu'on soit vraiment à l'aise de jouer avec.